Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler délignage. Donc j'ai fait une petite story hier où j'ai posé des questions sur deux situations bien particulières et aujourd'hui on va parler de trois situations finalement de départ et comment positionner ces planches pour déligner celle-ci. Alors le délignage c'est quoi? Tout simplement c'est couper une planche dans sa longueur. D'accord? Si je coupe comme ceci, c'est du tronçonnage. Je referai une vidéo d'ailleurs sur le tronçonnage. J'ai bien pris conscience qu'on ne pouvait pas faire de la formation sur YouTube. Il faut que ça puisse se faire en privé avec évidemment tout un cheminement. Donc j'ai décidé de revenir tout simplement à de l'information sur YouTube. Et je ferai par contre, je fais une annonce des formations mais privées où là vous aurez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que vous devez faire, mais avec une obligation de suivi de telles choses pour pouvoir avoir accès à d'autres choses. Donc ce sera des modules, mais j'y reviendrai plus tard. Alors maintenant, donc, on va parler délignage. Qu'est-ce qu'on doit regarder avant de déligner sa planche? Eh bien, c'est le défaut de la planche. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est parfaitement plane? Est-ce qu'elle est vrillée? Est-ce qu'elle est cintrée? Est-ce qu'elle est bombé, etc. Et donc ici, on est sur un plateau qui lui est bombé. Donc là, sur la table, il est creusé, mais vous allez le voir, j'ai filmé dans l'autre sens. Donc vous allez voir, il y a une bosse donc sur le dessus. Et donc il y a un écart entre la table coulissante et le plateau de table. Alors la question, c'est assez simple. Est-ce que je dois mettre la bosse au-dessus ou la bosse en dessous? Eh bien, j'ai posé la question sur Instagram et la majorité des gens, quand c'était dans la longueur, m'ont dit « Ah ben moi, je mets la bosse au-dessus. Comme ça, j'ai un point d'appui sur l'avant et un point d'appui sur l'arrière. » Alors, en fait, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que si j'ai la bosse sur le dessus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retourner le plateau. Eh bien, vous allez vous rendre compte que, en effet, vous avez un appui sur l'avant, mais qui n'est pas beaucoup plus stable, puisque le plateau est légèrement voilé. À ce stade-ci, ils sont souvent légèrement voilés. Et sur l'arrière, pareil, il est plutôt stable. Le souci, c'est que quand j'appuie ici au milieu, il y a une flexibilité dans le plateau. Or, moi, je ne peux bloquer ma pièce que sur l'avant et l'arrière. Ici, on ne met jamais les mains sur le panneau pour le maintenir au milieu sur la table, parce que quand je vais continuer à avancer, mes mains vont passer devant la lame. Or, souvenez-vous, hier, ce que j'ai dit, les mains, elles sont toujours derrière la lame. Donc moi, mon plateau, je vais le pousser de l'arrière vers l'avant et je vais le maintenir tout simplement. Une fois arrivé au stade de la lame, j'écarte toujours mes mains pour maintenir mon chariot. Donc, avoir la bosse sur le dessus, ça ne fonctionne pas parce que quand vous allez rentrer, la lame va plaquer votre pièce de bois sur la table, oui, mais arrivé ici au milieu, étant donné qu'il y a une flexibilité dans votre planche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre planche, elle va vibrer. Et selon les défauts que vous allez retrouver sur votre plateau, si c'est par exemple un nœud tombant ou autre, eh bien, vous pouvez avoir un éclat de la pièce. D'accord? Et donc cette vibration peut entraîner un manque de précision, un décrochage de la pièce si elle n'est pas bien fixée, etc. Donc on va la mettre dans l'autre sens. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on va la bloquer sur l'avant avec notre presse. Voilà, donc on vient ici bien la bloquer sur l'avant. Donc là on voit bien qu'elle est stable. Et ensuite seulement, on va venir mettre la griffe sur l'arrière. Alors, je l'ai déjà dit, la griffe, elle ne se met pas sur l'avant et je vais vous montrer pourquoi. Quand vous devez mettre un plateau comme ceci sur l'avant, vous allez l'encastrer. Eh bien, vous allez voir, naturellement, il a tendance à redescendre. Il faut bien imaginez, je suis dans ce sens-ci, je vais pousser mon chariot dans la lame. La force d'opposition peut faire reculer légèrement ma planche. Si ma planche recule légèrement, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous voyez à l'image, c'est-à-dire que le plateau va redescendre et donc ne sera plus maintenu par la griffe. Et donc la griffe n'a aucun intérêt sur l'avant du plateau. La griffe, elle doit être sur l'arrière. Pourquoi? Parce que quand vous allez la presser sur la table, vous allez avancer votre griffe, voilà. Une fois qu'elle est bloquée comme ceci, vous serrez.
eh bien, elle ne sait plus remonter et elle ne sait plus avancer puisqu'elle est bloquée non seulement par le poussoir, mais en plus, ma force d'opposition allant vers l'avant, le seul risque qu'il risque d'y avoir, c'est qu'elle recule. Et si elle recule, eh bien, elle va venir se coincer encore plus dans la griffe. Donc, c'est totalement efficace. Cette griffe-là, c'est toujours sur l'arrière, d'accord? Jamais, je dis bien jamais sur l'avant. Alors, je sais que certains fabricants ont leur griffe sur l'avant, eh bien, ils devraient changer leur fusil d'épaule et mettre la griffe sur l'arrière et qu'elle soit amovible avec une presse comme ceci. On peut retirer aussi le guide pour être en bout. Et là, ça, c'est une méthode qui est normale et qui est prévue. Voilà. De nouveau, c'est mon avis. D'accord? Alors, ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, ben, qu'est-ce qu'on se rend compte? La pièce, elle est totalement bloquée et totalement stable. Donc là, je peux faire ma coupe en toute sécurité. Okay? À ce stade-ci, évidemment, le flash, donc l'écorce et l'aubier, étant donné que le plateau est complètement tordu, on ne va pas utiliser de guide. Donc ni celui-ci, ni celui-ci. C'est celui-ci qui fait office de butée et c'est celui-ci qui fait office d'arrêt. Okay? Quand on pousse notre bois pour déligner, comme je le dis, on part ici de l'arrière avec toujours la paume de la main sur l'arrière. On ne met jamais sa main comme ceci sur un plateau pour le pousser. Pourquoi? Parce que s'il y avait un resserrage de la lame sur le bois, il y a déjà le couteau diviseur qui fait office de sécurité pour empêcher que le bois ne se resserre dessus. Mais en plus de ça, si c'était le cas et qu'il y avait vraiment une force trop importante à exercer, vous avez beaucoup moins de force comme ceci avec les mains qui glissent qu'en ayant la main ici sur l'arrière de votre panneau pour continuer à le pousser. Et donc là, on exerce une force assez importante selon l'essence, selon l'épaisseur, etc. Et on fait notre coupe, tout simplement. À partir de là, on a un bord droit et on va pouvoir alors déligner avec le guide parallèle. Dans certaines situations, les bois, une fois délignés, ont des bosses ou des creux. Donc je vais mettre une autre planche pour vous montrer et si vous devez mettre la bosse ou le creux sur la table et pourquoi. Ok? Allez, je vais chercher l'autre planche. Donc on considère qu'on a retiré l'écorce et l'aubier et donc on a un champ qui est droit. Il n'est pas d'équerre, mais en tout cas il est rectiligne. Donc on peut voir ici que je suis plat le long de mon guide. Et je vais pouvoir faire les bandes que je souhaite faire. Donc par exemple, ici, j'ai une planche qui fait 25 cm de large et je veux en faire des bandes de 5 cm par exemple. Donc je vais régler mon guide à 5 cm et je vais faire mes bandes. Alors, première chose à savoir, c'est que on a un champ qui est brut, la planche n'est pas dégauchie, donc ça veut dire que la face du bas et le champ ne sont pas parfaitement planes. La preuve, elles sont encore de biais, elles bougent, donc elles sont instables. Donc le guide ne doit pas se situer après la lame, d'accord? Mais comme je veux avoir une parallèle complète, je vais mettre mon guide au milieu de lame pour être certain qu'en sortie de coupe, j'ai une parallèle complète, mais je dois m'assurer de pousser la pièce qui est entre le guide et la lame avec mon poussoir, mais le fait qu'il n'y ait que la moitié de la lame qui est prise dans le bois, il n'y a aucun risque de rejet en sortie de coupe. D'accord? Mais je dis bien en s'assurant de pousser la pièce de bois avec un poussoir. Alors, cette pièce-ci, donc comme vous pouvez voir, de nouveau, elle est bombée dans ce sens-ci. On revient finalement dans la même situation que le plateau auparavant. Elle était déjà bombée. Et elle est bombée sur sa largeur. D'accord? Alors, la question, c'était, est-ce qu'on met la bosse sur le dessus ou la bosse sur le dessous? Alors, sur Instagram, une énorme majorité, pour ne pas dire l'unanimité des personnes, ont répondu la bosse sur la table. Alors, c'est la bonne réponse, mais je sais que certaines personnes m'ont répondu « Ah ben oui, il faut mettre le creux en dessous pour plus de stabilité. » Alors, ces personnes-là se sont ravivées après, en disant « Ah oui, non, mais c'est vrai, quand ça va sortir de coupe, ça doit s'écarter. » Donc c'est bien, il y a une réflexion qui est faite et c'est pour ça que je m'amuse sur Instagram finalement à lancer ce genre de questions parce qu'il y a une réflexion des personnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens se disent « Ah, il y a un piège ». À partir du moment où « Ah, il y a un piège », ils réfléchissent plus loin. C'est tout l'intérêt finalement de ces petites questions, etc. sur Instagram où je m'amuse par rapport à ça, tout simplement. Alors oui, on met la bosse sur le dessous
En effet, ça sera moins stable qu'en mettant le creux sur la table, à savoir que malgré tout, si on ne la bloque pas, elle n'est pas plus stable. D'accord? Donc de toute façon, dans les deux cas, je dois la bloquer. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mettre la bosse sur la table? Alors je la retourne évidemment, je fais attention que le champ qui a été coupé est bien sur mon guide. Hein. Je retourne ma planche et je mets la bosse donc sur le chariot. Et je vais procéder exactement de la même manière. Donc je viens ici contre. Alors là par contre on voit bien que je vais être contre en dessous et que j'ai un jour au-dessus. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais être en sortie de coupe? Ma planche elle va s'ouvrir. Et donc elle va basculer à droite et basculer à gauche. Hein. Imaginez c'est un rond. Hein. Donc une fois qu'il va être coupé, ben, hop, il va basculer et il va s'écarter à droite et s'écarter à gauche. D'où l'intérêt d'avoir le guide en milieu de lame et non pas après la lame. Si on le met avant la lame, en fait, en sortie de coupe, on risque de dévier. Donc si on dévie, on va avoir une sortie de coupe de biais et pour la coupe suivante, eh bien c'est parti. On va reporter le biais de plus en plus sur les pièces qui suivent. D'accord? Donc milieu de lame. Quand elle va vouloir basculer sur les 5 cm de lame qui est prise, elle ne risque pas de se coincer parce que la totalité de la pièce sera déjà en sortie et donc le poids de ce qui est derrière la lame est beaucoup trop important que pour pouvoir occasionner un rejet. Par contre, si justement le guide est après la lame, étant donné qu'il y a une surface de pression un peu plus loin et comme la lame exerce une force vers l'arrière pour l'amener, le côté de la dent accroche légèrement le bois et il peut partir, peu importe le poids de la pièce qui est sur l'avant. D'accord? Tandis qu'en milieu de lame, comme je dis, en fait, toute la totalité de la lame ne prend pas de matière. Donc, ça racle, mais tout le poids qui est sur l'avant ne sera jamais reculé. D'autant plus que vous avez votre poussoir pour faire avancer la pièce. D'accord? Je répète régulièrement, mais c'est important que vous compreniez tous les principes. À partir de là, eh bien, de nouveau, je vais bloquer sur l'avant et je vais bloquer sur l'arrière, faire ma coupe. Et comme je dis, elle va s'écarter de la lame. Si je l'avais mise dans l'autre sens, eh bien vous l'avez compris, quand je vais couper, étant donné qu'elle est comme ceci, si je fais ça et que je coupe au milieu, ma pièce elle va basculer vers l'intérieur. Donc là, elle va basculer contre la lame et contre le guide. Et donc j'ai déjà pendant l'avance, je vais avoir une pression supplémentaire parce qu'une fois arrivé au milieu de coupe, le poids, la planche va se resserrer. Il y a le couteau diviseur qui est là pour empêcher qu'elle se resserre sur la lame. Mais malgré tout, il y a le poids en entrée qui va commencer à se faire sentir puisque la planche va tout doucement se laisser affaisser selon l'épaisseur, le poids et la largeur de celle-ci. Donc toujours bien penser, la bosse, elle est en dessous et pensez qu'est-ce qui va se passer une fois en sortie de coupe. Donc une fois que je suis sorti de ma coupe, qu'est-ce que le bois va faire? C'est ça la réflexion à avoir. Je coupe mon plateau, ah ben oui, il va basculer comme ça, il s'écarte de la lame, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il est coincé à droite avec le guide? Oui, si je mets mon guide au-delà de la lame. Ok. Si je le mets au milieu de lame, ok, il va être coincé, mais donc je dois l'aider en sortie, il n'y a pas suffisamment de matière que pour reculer. La partie gauche, est-ce qu'elle est libre ou pas? Oui, une fois que je suis en sortie de coupe, elle n'est pas contrainte avec un autre guide ici à gauche. Elle est maintenue, plutôt que d'être maintenue avec mes mains, elle est maintenue avec la presse et la griffe. Ok, ma réflexion est faite, je peux y aller, je fais ma coupe. Ok? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne fais pas la démonstration des coupes. Pourquoi? Parce que c'est du cœur. 2, j'ai encore les agrafes métalliques dans les champs qui maintenaient le cœur. Mais par contre, je vais vous montrer à la scie sous table, justement, comment couper la planche de Douglas qui est adaptée. Et éventuellement, je peux aussi vous montrer celle-ci, comment ça fonctionne. Alors, le plateau avec les flashs, ou l'écorce, si vous préférez, on ne le coupe pas avec une scie sous table. Honnêtement, moi je vous conseille de prendre une scie circulaire et de déligner avec une scie circulaire si vous avez un plateau. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont des scies sous table importantes, d'une taille intéressante comme celle-ci, et là vous allez pouvoir procéder finalement de la même manière que ce que je viens d'expliquer, en mettant par exemple un panneau sous votre plateau, et puis vous venez contre votre guide à la limite et vous faites votre coupe. Ça, c'est des choses pour lesquelles je pourrais revenir. Mais quand vous avez une petite scie sous table comme la mienne,
et d'autres personnes ont ce genre de scie sous table. Un plateau comme ça, c'est pas possible. Vous allez avoir un plateau qui fait 2,50 m, c'est une catastrophe. Donc, le plus sécurisant, c'est de prendre une scie circulaire et de déligner vos planches avec votre scie circulaire. Okay. Alors, la scie circulaire, est-ce que vous allez mettre la bosse au-dessus ou la bosse en dessous? Eh bien, c'est pareil. La réflexion, elle doit être faite. Qu'est-ce que la planche va faire? Si je mets le creux en dessous en délignant par-dessus, eh bien, quand je vais couper, ma planche va s'écarter de ma lame. Donc, c'est parfait. Si je mets la bosse au-dessus, quand je vais couper, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma planche va basculer vers l'intérieur. Une fois que je vais couper, ça va basculer et je vais coincer ma lame en sortie de coupe. Donc, on mettra, dans ce cas-là, la bosse ici, de nouveau, en dessous, pour déligner. Okay. Donc voilà, c'est des réflexions à avoir. Maintenant, on va passer au cas suivant, qui est la planche de Douglas, qui est totalement bombée. Et comment est-ce qu'on va la positionner sur la table? Et on va, elle, par contre, la débiter à la scie sous table. Allez, c'est parti. Alors, dernier cas de figure. Donc, comme je le disais, une planche d'avivée, donc c'est-à-dire c'est une planche brute, aucun côté n'est parfaitement d'équerre, mais c'est une planche calibrée. Donc, elle fait 18 cm de large, 30 mm d'épaisseur, et donc elle doit encore être dégauchie, mis en champ d'équerre, débitée, etc. Mais donc à ce stade-ci, moi le problème c'est que non seulement elle est trop longue, mais en plus de ça, il me faut des bandes qui font 8 cm de large par exemple. Mais j'ai besoin de la totalité, donc je vais devoir la déligner dans sa longueur. Mais ici, vous voyez, il y a une sacrée bosse. Si je la retourne, j'ai une sacrée banane, d'accord? Donc on voit vraiment bien qu'il y a une sacrée banane sur l'avant et sur l'arrière. Et donc la question c'était, est-ce que je la mets comme ceci pour le délignage ou est-ce que je la mets comme ceci pour la déligner? Alors là par contre, une énorme majorité des gens m'ont dit de la positionner comme ceci parce que c'est plus stable en entrée, étant donné qu'elle est posée sur l'avant, et en arrière, posée également. Alors là, de nouveau, attention, parce que la stabilité de base est intéressante, c'est vrai. Mais ici au milieu, il y a une sacrée flexibilité. Donc qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, la réflexion. J'ai ma pièce, quels sont les organes à ma disposition pour la bloquer? Une presse, une griffe. Jusque-là, tout va bien. Elle est pressée sur l'avant, elle est stable. Elle est pressée sur l'arrière, elle est stable. Maintenant, je vais pouvoir faire ma coupe. Qu'est-ce qui va se passer? Je rentre dans la pièce, ma pièce va être plaquée vers le bas et avoir un léger effet de recul. En tout cas, un effort. Si elle est bien bloquée, a priori, elle n'a pas de raison de reculer, mais on ne sait jamais. Donc, elle est maintenue, tout va bien. Elle est plaquée et elle est tenue, tout va bien. Et puis, j'avance. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On arrive au milieu. La lame, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Replaquer ma pièce de bois sur la table. Mais vu la taille de la bosse, on va avoir une vibration. Et donc ça va vibrer, vibrer, vibrer. Selon la vitesse, selon la qualité d'affûtage de la lame, etc., la vibration peut devenir trop importante avec une possibilité de rupture de pièce, par exemple, comme ici, quand on a des nœuds vraiment très marqués, débouchants, avec des fissures autour. Ça, c'est des défauts à observer assez dangereux. Et donc, en fait, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que quand je vais retourner ma pièce, eh bien, de nouveau, elle va être bloquée sur l'avant. Donc, je vais mettre ma presse ici sur l'avant. Elle est bien maintenue, d'accord? Donc, je tire, voilà. Elle est bien maintenue, elle ne bouge plus. Évidemment, on la met contre le guide, etc. C'est vraiment pour vous expliquer le principe et pourquoi, mais je ferai la découpe à la scie sous table. Et puis, comme on peut voir ici sur l'arrière, elle est vraiment bien relevée, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si j'avais commencé par la griffe, eh bien, elle aurait avancé naturellement, vu le côté biseauté de la griffe. Donc, j'ai d'abord bloqué sur l'avant, je viens positionner ma griffe, j'appuie fermement sur ma pièce de bois. Une fois que ma griffe est bien en contact avec la pièce de bois, je bloque et c'est fini. Elle est bloquée, elle est stable sur toute sa longueur avec aucune possibilité de vibration. Et je peux, à mon aise, pousser ma pièce de bois et faire ma coupe. Évidemment, j'ai pris soin de me mettre contre le guide, j'ai pris soin de mettre mon guide
au milieu de lame comme la coupe précédente, mais le principe c'est de comprendre est-ce qu'il va y avoir une vibration, pas de vibration, etc. Et donc toujours penser début, milieu, fin, sortie de coupe, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc ici en sortie de coupe, étant donné que j'aurai mon poussoir pour pousser la pièce de bois, si même elle voulait relever, il n'y a pas de drame. Vous avez votre poussoir derrière qui va maintenir votre pièce. Et vu que c'est une fine pièce ou une plus grosse, eh bien, tout ce qu'elle va faire, c'est elle est libre sur l'avant, donc elle va monter naturellement. Donc, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration à la scie sous table, parce que là, malheureusement, sur les scies sous table, on n'a ni presse, ni griffe, et vous allez donc tout de suite comprendre qu'il faut absolument mettre la banane en dessous, sinon ça ne fonctionne pas à la scie sous table. Allez, on se retrouve sur la scie sous table. On va d'abord commencer par le plateau avec l'écorce, etc. On est bien d'accord que si je dois prendre mon plateau comme ceci, et que je dois commencer à le couper, je vais partir gauche, droite ou haute. Donc, la seule solution dans ce cas-ci, ce serait de mettre un panneau de contreplaqué en dessous, qui est plus large que le plateau et qui viendrait contre le guide et avancer. Ok, bon, vous imaginez la perte de matière pour déligner un plateau à la scie sous table. Si maintenant je n'ai pas de panneau pour aller contre et donc me guider pour être droit, eh bien je vais devoir le maintenir comme ceci, ça va faire gauche-droite, etc. Alors certains vont vous dire, ouais, on peut mettre une petite latte dans la rainure de plateau. C'est pareil, il vous faut une latte qui fait cette longueur-là, qui soit pile poil alignée en dessous, enfin c'est des chipoteries de dingue, pour un résultat non seulement moyen, mais où vous ne serez pas en sécurité. Donc pour un panneau ou un plateau comme ceci, en tout cas dans des grandes longueurs, eh bien il n'y a pas d'autre choix, ou en tout cas la meilleure solution, c'est la scie circulaire. Scie circulaire avec rail, sans rail, peu importe, vous faites un trait de cordex, donc de cordeau, ou un trait avec une grande latte et un crayon, et vous coupez votre trait. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure solution avec ce type de plateau, inutile de prendre des risques avec une scie sous table. Deuxième situation, c'est donc on a recoupé à la scie circulaire notre plateau de chêne, et puis on a cette planche-ci donc qui correspond à la chute. Donc, je vais prendre le côté que j'ai déjà coupé et puis je vais venir le positionner sur ma machine. Ok ? Donc là, j'ai une face qui est plane que je vais pouvoir venir appuyer contre mon guide et m'assurer d'avoir une course continue tout le long. Ok ? Alors, pareil, on met toujours la bosse en dessous. Pourquoi ? Parce que la force sera la même, c'est-à-dire que la bascule se fera à gauche et à droite. Par contre, on va veiller à ce que le guide soit en milieu de lame, exactement comme la scie à format. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne sais pas faire avancer ou reculer mon guide, donc je suis un peu embêté. Alors, sur cette machine-ci, on sait le faire, mais si vous n'avez pas la possibilité, de faire avancer ou reculer votre guide et donc mettre le guide au milieu de lame, eh bien, vous pouvez très bien prendre une planche de contreplaqué, venir l'appliquer contre votre guide en venant l'aligner en milieu de lame. De nouveau, la seule réflexion que vous devez avoir, c'est comment fixer ce morceau de contreplaqué sur votre guide sans gêner le passage de la planche et en étant en sécurité, donc que ça ne se décroche pas, etc. C'est la seule question que vous devez vous poser. Et ça, malheureusement, je n'ai pas de solution à vous proposer qui soit universelle. Puisque moi, ici, j'ai bien ma petite idée de comment je vais pouvoir le fixer. Je vais mettre un tasseau ici sur l'arrière et je vais mettre un serre-joint qui part de l'arrière à mon tasseau, le presser par l'arrière, elle est bloquée et tout va bien. Voilà, il ne bougera pas. Et alors, je m'assure qu'il soit prolongé de mon guide. Comme ça, je vais déjà avoir une surface d'accroche sur l'avant beaucoup plus importante pour pouvoir me guider et ne pas partir comme ça à gauche, à droite avec ma planche. Donc, vous faites une pièce de contreplaqué qui vient en milieu de lame, mais qui soit suffisamment longue pour vous permettre de guider votre pièce dans la scie sous table au plus droit de votre mesure. Ok ? Donc ça, j'espère que c'est assez clair. Maintenant, on va passer au dernier cas, et là par contre je vais la refendre puisque j'en ai besoin, et donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'autre choix, entre guillemets, que de travailler avec la banane en dessous, donc avoir le creux comme ceci pour déligner, parce que si je passe avec la bosse au-dessus, eh bien, soit ma lame ne prendra pas suffisamment de matière, soit je vais avoir une vibration qui va se créer.
Allez, c'est parti. Donc là, nous voilà au dernier cas de figure, c'est-à-dire la planche qui est bombée sur le dessus. Alors, est-ce qu'on va plutôt travailler avec le bombé au-dessus ou en dessous? En fait, c'est assez simple, parce que si j'ai le bombé sur le dessus, je vais introduire ma pièce dedans, tout va bien, et puis à un moment donné, étant donné qu'elle est courbe, regardez, déjà ici, je touche. Alors, moi, j'ai cette partie-là, je peux la retirer, vous allez me dire, mais j'ai besoin d'un support quelque part sur l'arrière, étant donné que ma pièce est longue, j'aurai tout intérêt à mettre soit un meuble, soit un tréteau, soit un tréteau à roulette, donc une servante, sur l'avant pour me permettre de maintenir ma pièce en sortie et qu'il n'y ait pas de poids trop important à maintenir avec mon poussoir en sortie de coupe. Donc, dans tous les cas, idéalement, c'est d'avoir un support sur l'arrière de votre pièce. Ça implique quoi? Que votre pièce est en courbe, elle va toucher et donc, à un moment donné, en touchant, elle va se relever. Et au stade de la courbe maximum, donc on va dire plus ou moins au centre, eh bien, de nouveau, votre planche ne touchera pas la table de votre scie, donc comme je vous montre ici en image, et donc une vibration de nouveau va se créer. Mais quand on a des nœuds comme ceci, comme je le dis, eh bien ça peut éclater. Toujours bien garder à l'esprit le sens de coupe. Ici, ce n'est pas une mise en garde de sécurité, c'est juste pour comprendre le mécanisme d'utilisation de coupe et pourquoi est-ce qu'on travaille dans un sens comme dans un autre. Donc moi, je vais travailler avec la banane. Donc ici, on voit bien la banane, donc elle fait comme ceci, vers le bas. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais avancer, je vais démarrer contre ma table et ma planche va naturellement suivre la table. Elle va monter et elle est toujours en contact avec la table puisqu'elle va descendre. Et là, vous voyez, elle remonte et moi, je maintiens toujours ma pièce sur ma table et donc j'ai une facilité de coupe. Donc, c'est aussi une réflexion à pouvoir avoir. Quand on doit aller sur la scie à format parce qu'on n'a pas de scie sous table par exemple, se dit, tiens, si j'avais une scie sous table, comment est-ce que je ferais? Parce qu'en fait, c'est exactement le même sens, que vous soyez sur la scie sous table ou sur la scie à format. Donc moi, j'ai la chance d'avoir le guide qui coulisse, donc je vais l'utiliser. Mais dans votre cas, si ce n'était pas le cas, de nouveau, petite planche de contreplaqué, vous venez la positionner sur l'avant, vous la bloquez et puis vous faites votre coupe en essayant, comme je le dis, d'avoir un maximum de matière au plus loin parce que ça va vous faciliter le guidage de votre pièce dans la lame, tout simplement. Donc là, je vais faire la démonstration dans le bon sens, comme ça vous allez voir que c'est relativement facile et que ça fonctionne très bien. Allez, je m'équipe et on fait ça. Donc voilà, on voit bien que la coupe s'est effectuée assez facilement. Donc ici, il y avait un nœud en entrée, vous voyez, qui bloquait un petit peu sur la table. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sinon, ma planche est droite, vous voyez, pas de difficulté. En sortie de coupe, je vous montre en fait qu'il n'y a pas de pression vers l'arrière, vous voyez. Donc voilà, rien de plus simple que de déligner des bois, juste penser justement à ces petits détails. Alors, je vais faire une vidéo, comme je le disais, plus formation, c'est-à-dire à quoi regarder déjà, observer la tranche de vos bois, parce qu'en observant la tranche du bois, déjà, vous allez pouvoir déterminer si la planche va se refermer ou s'ouvrir
en entrant votre pièce dans la lame. Pourquoi? Souvenez-vous, la vidéo, le cœur au soleil, ça doit déjà vous donner une indication. Si vous avez le cœur en bas, automatiquement, vous savez que votre planche est comme ceci, elle va s'ouvrir. Si vous avez le cœur au-dessus, eh bien, automatiquement, vous savez que la planche risque de se resserrer. Voilà pourquoi je dis et j'explique des fois que je ne mets pas mon couteau diviseur parce que en fonction de ce que je vais couper ou autre, j'analyse, je suis quelqu'un d'un peu particulier pour tout ça, j'analyse tout ce que je fais. Et donc, automatiquement, eh bien, oui, je regarde la tranche du bois, oui, je regarde si c'est du quartier, du faux quartier, quelle essence de bois est-ce que je travaille, et en fonction de l'essence de bois que je vais travailler, je mets ou pas mon couteau diviseur. C'est une erreur, donc je le dis haut et fort, c'est une erreur. Le couteau diviseur, il doit être en permanence sur votre machine. Maintenant, voilà, ici, vous voyez, j'ai coupé du Douglas. Je dois couper un peu du hêtre, eh bien, comme vous pouvez le voir, mon couteau diviseur est mis parce que c'est des bois qui ont tendance à se rétracter assez rapidement en fonction du taux d'humidité qu'il a. Et moi ici, je travaille avec un Douglas qui est à 18% de taux d'humidité, donc automatiquement, il a une proportion de rétractation plus importante qu'un bois qui serait sec, par exemple, en sapin blanc ou ce genre de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques bricoles, vous aura finalement donné une réflexion, parce que c'est ça le but finalement de ma chaîne, c'est de vous amener à avoir cette réflexion de comment vous allez appréhender le travail, plutôt que de vous imposer quelque chose. J'essaye de vous donner un esprit critique. D'ailleurs, les personnes dans les commentaires ont des fois tendance à me dire « Ah tiens, moi j'aurais pas fait comme ça ». Mais bien sûr, il n'y a pas qu'une méthode, et c'est comme je le dis, c'est une réflexion à avoir tout autour du travail du bois, mais par contre, il y a des bases. Et voilà, savoir dans quel sens on va passer son bois dans la coupe, etc., ça fait partie justement des bases. Et donc, je vous invite, si vous avez suivi une formation, qu'elle soit en présentiel ou en ligne, de vous assurer que toutes ces informations-là, vous les avez. Parce que si vous ne les avez pas, vous manquez toute une série d'éléments pour pouvoir déligner en totale sécurité dans toutes les situations. Et donc, on ne peut pas appeler ça une formation, c'est juste de l'information. Et voilà pourquoi elle est d'ailleurs gratuite sur cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!